Dans un seul choix, une famille peut s'effondrer ou renaître. Ce soir, vous allez entendre l'histoire d'un homme qui a découvert que son fils n'était peut-être pas le sien, et de la décision qui a changé le destin de tous les siens. On pense toujours que le pire, c'est la trahison. Mais parfois, c'est le silence qui détruit tout. Comment continuer à aimer quand la vérité frappe des années plus tard, alors que les enfants sont déjà adultes et que la vie semble en place? Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans votre rue en ce moment. Installez-vous confortablement. Ce récit pourrait vous rappeler à quel point la sincérité peut coûter cher et sauver malgré tout. Julien rentra dans l'appartement tard dans la soirée. Il enleva son manteau, rangea ses chaussures dans l'entrée, traversa le couloir et dit « Je suis rentré ». De la pièce, sa femme Camille jeta un coup d'œil. Elle tenait un livre, le posa et répondit « Tu es en retard? Tout va bien ?»« Juste quelques minutes. Je me suis attardé chez un ami après le travail. On a discuté affaires, puis on est passé à la pharmacie chercher des médicaments. Rien d'inhabituel. »« Cet ami, c'est celui à qui tu répares toujours la voiture ?» Camille le regarda fixement. « Oui. » Julien ne voulut pas argumenter. « On a fait nos études ensemble à la fac. Maintenant, il travaille dans un autre domaine, mais on ne s'est jamais perdu de vue. Je suis passé chez lui, j'ai récupéré un colis et je suis rentré. Et ta journée ? Normal. Le dîner est sur la table. Je finis de faire cuire une tarte. Je t'attendrai vers 21h. Merci. Je monte dans mon bureau. J'ai quelque chose à régler. » Il monta au 2e étage de sa maison, qu'il avait construite lui-même quand les enfants avaient grandi. Dans le bureau, sur l'étagère, se trouvait une mallette sombre. Julien défit la serrure, sortit une enveloppe scellée hermétiquement et s'assit dans le fauteuil. Il savait qu'à l'intérieur se trouvait le résultat du test de paternité qu'il avait commandé en secret. Il décida de ne pas l'ouvrir immédiatement, mais d'abord de mettre de l'ordre dans ses pensées. Ces derniers temps, Julien se surprenait de plus en plus souvent à remarquer que son fils cadet, Mathieu, ressemblait beaucoup au fils de son vieil ami, Antoine. Les coïncidences dans les gestes, les mouvements de tête, les habitudes, le poussaient à se poser des questions auxquelles il avait auparavant eu peur de penser. Il y a de nombreuses années, Julien était étudiant, en 3e année de la faculté d'ingénierie à l'université polytechnique. Camille étudiait dans la même promotion, mais il ne lui prêtait presque aucune attention. Elle lui semblait trop sérieuse, et elle était toujours entourée de nombreux amis. Ce n'est qu'au printemps que Julien remarqua comment elle entrait dans l'amphithéâtre, comment elle parlait, qu'elle assimilait rapidement la matière. C'est alors qu'il apprit qu'elle avait déjà un petit ami, Antoine. 5e année, solide et plein de vie. Ils allaient ensemble aux cours magistraux et aux travaux pratiques, s'entraidaient. Julien les enviait même un peu et considérait leur relation comme de celles qui durent longtemps. Quand Antoine termina l'université et partit pour son affectation, Camille rentra seule chez elle. Julien vit encore pendant quelque temps comment elle attendait des lettres ou des appels. Mais tout se réduisit à de brèves félicitations pour les fêtes. 1 an plus tard, elle cessa de parler du fait qu'il lui écrivait. En 4e année, Julien commença à la courtiser. D'abord, il s'enquérait de son émoire, puis il proposait de la raccompagner jusqu'à la résidence universitaire. Il avait un petit boulot, aidait au réglage, dessinait des projets pour des étudiants des années supérieures. Il essayait toujours de mettre l'argent de côté. Camille s'habitua à lui, à ses questions tranquilles, à sa proposition d'aller à la bibliothèque. Ils commencèrent à sortir ensemble, puis décidèrent de vivre ensemble. Quand Camille apprit qu'elle attendait un enfant, Julien insista pour qu'ils se marient. Le mariage fut modeste. Quelques invités, une table au restaurant et des photos souvenirs. Leur fils Olivier naquit. 1 an plus tard, ils eurent une fille, Élise. Julien était heureux. Il trouva du travail dans une usine, puis passa à un nouveau poste et réussit avec le temps à construire une maison à la périphérie de la ville où ils déménagèrent, laissant l'appartement à Olivier. Élise étudiait au conservatoire, rêvait de devenir professeur de langues étrangères. Mathieu, le fils cadet, naquit plusieurs années après la fille, quand Antoine revint de façon inattendue en ville avec sa femme Sophie. Ils se rencontrèrent à la clinique prénatale. Julien avait accompagné Camille pour un examen de routine et Antoine accompagnait son épouse enceinte. Antoine et Sophie se mirent rapidement à rendre visite à Julien et Camille. Camille se lia d'amitié avec Sophie. Elle discutait cuisine, partageait des conseils sur l'éducation.
Julien n'y voyait rien de mal. De vieux amis s'étaient retrouvés, s'entraidaient, attendaient ensemble la première neige et saluaient le printemps. Ils étaient amis en famille, célébraient ensemble les anniversaires des enfants, allaient au sauna les uns chez les autres. Mais au bout de quelques années, Julien remarqua que Mathieu, son fils cadet, lui rappelait de plus en plus Antoine. Ce n'était pas seulement l'apparence physique. Il riait de la même façon, croisait les bras sur la poitrine de la même manière, parlait avec le même timbre. Lors de conversations avec des connaissances, Julien entendait souvent « Mathieu est la copie d'Antoine ». Il n'y accordait pas d'importance, pensant que ce n'était qu'une coïncidence. Un été, Julien invita tous ses parents et amis à la maison de campagne. Sophie vint avec son mari et leur fils Raphaël. Camille faisait griller des brochettes avec Olivier. Élise dressait la table. Et Mathieu et Raphaël se tenaient dans un coin et chuchotaient. Julien prit l'appareil photo et commença à photographier tout le monde. À table, pendant que tout le monde riait, il saisit un cliché où Mathieu et Raphaël se tenaient côte à côte. C'est alors qu'il vit pour la première fois leurs visages simultanément et sentit son cœur se serrer d'une étrange intuition. Après la fête, il regarda les photos de nombreuses fois. Son cœur lui soufflait une chose, il fallait parler à sa femme, mais sa raison lui disait que cela pourrait tout détruire. Finalement, il décida de collecter discrètement des échantillons d'ADN chez les enfants, chez Antoine et chez lui-même. Par l'intermédiaire d'une connaissance, il les transmit à un laboratoire de la capitale et était certain que le résultat remettrait tout en place. Quand l'enveloppe fut posée sur le bureau, Julien réfléchit à nouveau. Il se souvint comment, dans leur jeunesse, Antoine était parti sans inviter Camille. Il se souvint comment elle sortait de la maternité avec Élise, comment il s'inquiétait de savoir si la petite entrerait en classe préparatoire. Il se souvint comment Camille l'avait prié d'aider Olivier à entrer à l'université. Julien pensait à la façon dont sa femme et lui avaient traversé les années difficiles, la maison inachevée, les crédits, les licenciements. Ils avaient toujours trouvé une issue ensemble. Et tout ce temps, il n'avait jamais douté que leur famille était solide. Maintenant, il tenait dans ses mains une enveloppe capable de détruire son monde. Julien prit le coupe-papier, le garda dans ses mains et le reposa à nouveau. Il se leva, regarda les photographies sur l'étagère. Le petit Olivier dans ses langes, Élise avec une guitare en plastique, Mathieu à sa première fête scolaire. Il se souvint comment il réveillait les enfants le matin, comment il leur expliquait les mathématiques, et se demanda s'il fallait tout découvrir maintenant ou s'il valait mieux laisser cette question et continuer à vivre comme avant. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie du téléphone. Il regarda l'écran, c'était Olivier qui appelait. « Salut papa, tout va bien ?»« Tout va bien fiston, et chez vous ?» Julien s'efforçait de parler calmement. « On arrivera tard ce soir, c'est l'anniversaire de Manon, on passera chez elle. » Il parlait de sa femme Manon, avec qui il vivait dans l'appartement du centre. « D'accord, transmets-lui mes félicitations. » Ils parlèrent encore quelques minutes des projets pour le week-end et des travaux dans l'appartement. Olivier dit qu'il avait acheté une nouvelle cuisinière et cherchait un technicien pour l'installer. Julien promit de l'aider. Il raccrocha et regarda à nouveau l'enveloppe. Dans l'après-midi, Camille l'appela pour le dîner. Il faisait chaud dans la cuisine. Elle posa les assiettes sur la table, servit les pommes de terre et la salade. Le silence pesait sur tous les deux. Julien ne pouvait s'empêcher de penser au contenu de l'enveloppe. Finalement, il dit « Avant de nous asseoir, réponds-moi. Est-ce que tu es toujours en contact avec Antoine ?» Il décida d'entamer la conversation directement, sans préparation. Camille fut surprise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? On ne s'est pas vu depuis plus d'1 an, à part lors des fêtes. Il vit avec Sophie. Ils ont leur propre vie. On s'écrit parfois pour se féliciter. Pourquoi tu demandes ça ?» Elle s'efforçait de parler avec assurance. « Depuis des années, j'entends des gens dire que Mathieu ressemble à Antoine. Ça me semblait absurde. Mais récemment, j'ai observé de plus près et j'ai commencé à avoir des doutes. » Camille posa sa fourchette sur l'assiette et le regarda. « Tu veux savoir de qui il est le fils ? » ?»« Oui, je veux savoir. Parce que si c'est vrai, alors je dois vivre avec ça, en comprenant comment on nous a traités. » Julien dit cela sans emphase. Camille resta longtemps silencieuse, puis repoussa son assiette. Elle semblait calme. Mais Julien voyait qu'elle choisissait soigneusement ses mots. « Quand Antoine est revenu, j'étais désorienté. On était amis entre familles. Sophie était enceinte. Je restais à la maison avec Élise. Tu travaillais constamment.
Antoine passait prendre le thé, aider pour les réparations. Et oui, un jour on s'est retrouvés seuls tous les deux. J'étais épuisé et j'avais l'impression qu'il me comprenait. Ensuite, il y a eu encore quelques rencontres. Je ne pensais pas aux conséquences. Puis j'ai compris que j'étais enceinte. Je ne savais pas de qui était l'enfant. Tu n'as rien remarqué parce que tu avais confiance en moi. Je n'arrivais pas moi-même à croire qu'une chose pareille soit possible. Je pensais que ce serait notre enfant. Et c'est comme ça que tu as élevé Mathieu. Et il n'y a rien eu d'autre? On a décidé d'arrêter. Sophie l'a su. On lui a promis que ça ne se reproduirait plus. Ça n'a pas duré longtemps. Et je n'ai jamais pensé te le dire. Je pensais que c'était ma honte, que personne ne devait partager. Julien réfléchit à ces paroles. Il vit qu'elle ne se justifiait pas. Elle constatait simplement un fait. Il n'entendit aucun regret, et c'est ce qui le frappa le plus. Il se leva sans avoir touché à son repas. « Je ne dormirai pas avec toi ce soir. J'ai besoin de réfléchir. » Ne fuis pas la conversation. Je suis prête à répondre à toutes tes questions. Mais comprends aussi que c'était il y a longtemps. Tu es un bon mari. Si j'avais su que tu voulais connaître la vérité, je l'aurais dit depuis longtemps. Alors ça t'a convenu que j'ai passé toute ma vie à penser que c'était mon fils? Julien dit cela durement. J'ai besoin de temps. Il prit son verre, se versa un peu de cognac et partit dans son bureau. Il s'allongea sur le canapé, mais le sommeil ne venait pas. Il se rappelait les paroles de Camille, revoyait son indifférence. Il ne voulait ni pleurer ni crier, c'était inutile. Il comprenait que son monde se fissurait, mais il n'avait pas l'intention de prendre une décision dans un état de rage. La nuit passa lentement. Julien dormit par à-coups. Le matin, ne voulant pas voir Camille, il quitta la maison avant qu'elle ne se réveille. Il marchait dans la rue et prit son téléphone. Il décida de parler à Sophie, la femme d'Antoine. Elle travaillait dans un centre commercial et était souvent sur place. Il connaissait son numéro, mais ne l'avait jamais appelé. Pourtant, aujourd'hui, il composa. « Salut Sophie, c'est Julien. »« Bonjour Julien, comment vas-tu » Sa voix semblait surprise. « Je voulais te parler, je peux passer ?»« Entre, je suis au bureau. » Pendant que Julien marchait vers le centre commercial, il réfléchissait aux questions. Il voulait comprendre comment il se faisait que tout le monde autour de lui en savait plus que lui. Il craignait que Sophie ne commence à se justifier, et il craignait qu'elle ne déverse sur lui une nouvelle vague de vérité. Dans le hall du centre commercial, il monta au 3e étage, ouvrit la porte de son bureau. Sophie était assise à son bureau, des papiers empilés. Elle l'invita à s'asseoir. « Je sais de quoi tu veux parler. » Elle dit cela tout de suite. « Camille a appelé hier. Elle a dit que tu avais découvert pour Mathieu. » Sophie regardait droit devant elle. « Je voulais entendre ton point de vue. Alors écoute, quand tout est arrivé, j'étais enceinte. Antoine se dépassait dans une autre ville. J'avais l'impression qu'il se comportait bizarrement. Je pensais que c'était la fatigue. Puis j'ai appris qu'il voyait Camille. J'étais sous choc, mais je ne voulais pas divorcer. Je pensais que c'était une erreur. On a convenu d'oublier ça et de continuer notre vie. Antoine a promis que ça ne se reproduirait plus. Je ne savais pas alors que Camille était enceinte. Je ne savais pas non plus que Mathieu était son fils. Je pense qu'il ne le savait pas non plus ou qu'il ne voulait pas le savoir. Je ne t'ai rien dit, parce qu'à l'époque j'allais mal, et je ne voulais pas détruire une autre famille. J'espérais qu'Antoine et Camille se comporteraient honnêtement. Sophie détourna le regard vers la fenêtre. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr d'avoir bien agi à l'époque. Alors maintenant, vous vous êtes séparés, lui et toi? Oui, j'ai appris hier que Mathieu est le fils de mon mari. Ça fait mal. Antoine était assis à côté. Il écoutait la conversation. Il ne savait pas quoi dire. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre comme avant. On a vécu ensemble de nombreuses années, mais la confiance n'existe plus. La voix de Sophie trembla, mais son visage resta composé. Julien écoutait, essayant de comprendre comment réagir. « Je vous en veux à tous les deux, mais je ne te blâme pas. Ce n'était pas ton choix. Je veux entendre ton avis. Que dois-je faire? Tu es un adulte. Tu es père de 3 enfants. Tu aimes Camille, mais tu as le droit de décider. Si tu pardonnes, tu continueras à vivre avec elle, et peut-être qu'avec le temps, tu te souviendras de ça comme d'une erreur. Si tu ne pardonnes pas, vous vivrez séparément.
je suis prête pour le divorce. Parce que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui m'a trahi et n'a rien dit. Mais je ne peux pas décider pour toi. Je comprends. Merci pour ta franchise. Julien dit cela doucement. Il nota son numéro, promit de la tenir au courant et sortit. Dehors, le temps était couvert. Julien inspira l'air froid, sortit son téléphone et composa le numéro de Mathieu. « Tu es libre ? J'aimerais te voir. Je suis à la résidence universitaire, mais je peux sortir. Qu'est-ce qui se passe ? Retrouvons-nous dans ta chambre. D'accord, je suis là, je t'attends. » En chemin, Julien monta l'escalier de la résidence. La surveillante connaissait, hocha la tête et il passa. Mathieu ouvrit la porte. Sur la table se trouvaient des notes de cours, un ordinateur portable, quelques assiettes après le dîner. « Salut papa !» Mathieu semblait un peu décontenancé. « Je me doute pourquoi tu es venu. Maman a appelé, elle a dit que tu avais appris la vérité. Je viens juste d'apprendre par elle que mon père biologique est Antoine. » Il prononça cela calmement, comme s'il parlait d'un prochain contrôle. « Je veux entendre ton ressenti. » Julien s'assit sur une chaise. « Je n'avais rien l'intention de cacher. Je l'ai appris il y a 1 heure. C'est inattendu. Mais je pense que toi seul es mon père. Parce que c'est toi qui as toujours été là. Tu t'es occupé de moi. J'ai besoin de toi. Et je n'ai pas l'intention de changer mon nom sur les papiers. Pour moi, rien n'a changé. » Il fit une courte pause et continua. « Oui, c'est désagréable. Ça me fait mal qu'on t'ait trompé. Mais pour moi, le plus important, c'est notre lien. » Mathieu baissa les yeux, puis soudain sourit. « Je dois aussi te dire que j'ai une petite amie. Elle s'appelle Valentina. On étudie ensemble. Je veux la demander en mariage, et je voulais te demander conseil sur la meilleure façon de le faire. » La conversation passa progressivement à la vie du fils. Julien se mit à poser des questions sur la jeune fille. Quel âge elle avait, où elle étudiait, quels étaient ses projets. Mathieu raconta que Valentina était en première année, qu'elle faisait du design. Elle venait d'une petite ville à 30 km de là. Sa mère était enseignante, sa grand-mère à la retraite. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée chez des amis. Maintenant, ils faisaient des projets ensemble et allaient à des festivals. Mathieu était déjà allé chez elle et avait rencontré sa famille. « Tu veux te marier ? » ?»« Oui, j'en suis sûr. On a traversé ensemble des examens difficiles. Elle est gentille, fiable. Je veux lier ma vie à elle. » Julien hocha la tête. « Je sais que c'est tôt, mais je sens que c'est le moment, » répondit Mathieu avec assurance. « Alors il faut une bague, dit son père. Tu en as choisi une ? » ?»« Oui, une bague de fiançailles, pas très chère, mais jolie. Je voulais la surprendre. »« Très bien, on ira l'acheter ensemble. Et on passera voir sa mère. Je ferai sa connaissance. »« Si tu es sérieux, je te soutiendrai, dit Julien. » Ils sortirent de la résidence et se dirigèrent vers le centre-ville. La bijouterie faisait partie de ces magasins ouverts le week-end. Julien examinait attentivement les vitrines, comparait les tailles et les prix. Il prit soudain conscience de tout ce qui avait changé. Autrefois, il économisait pour la nourriture, et maintenant il choisissait une bague pour son fils. Mathieu demanda à voir 3 modèles, puis en choisit un. « Ce n'est pas le plus cher, mais il est élégant, c'est celui-là, dit-il. »« On le prend, confirma Julien. Les vendeurs emballèrent la bague dans un écrin. Julien régla l'achat. Ensuite, ils passèrent à la pâtisserie, achetèrent un petit gâteau décoré, une bouteille de champagne et du cognac. Julien n'était pas amateur d'alcool, mais il estimait qu'une fête devait être complète. Ils prirent le train de banlieue jusqu'au village où vivait Valentina. À la gare, un chien les accueillit. Puis ils frappèrent à la porte, et la jeune fille écarta légèrement le rideau pour regarder dehors. En voyant Mathieu, elle sourit et appela sa mère. Dans le couloir apparut une femme d'âge moyen, au visage simple et chaleureux. « Je suis Madame Lefebvre, dit-elle. Je suis Julien, le père de Mathieu. »« Nous ne sommes pas venus par hasard, répondit Julien. »« Entrez, mais enlevez vos chaussures, ajouta-t-elle. Quand ils s'installèrent dans la pièce, elle demanda. « Quelle agréable surprise, qu'est-ce qui vous amène ?»« Nous avons une demande à vous faire, dit Julien. Votre fille vient de recevoir une demande en mariage. Je comprends qu'ils sont jeunes, mais j'aime mon fils. Et s'il me dit qu'il est bien avec Valentina, je ne m'y oppose pas. Je voulais faire votre connaissance avant qu'il ne prenne des décisions sérieuses. » Madame Lefebvre regarda sa fille, soupira, puis acquiesça. La conversation dériva vers les projets.
Où les jeunes comptaient-ils vivre? Comment ils allaient concilier études et vie de famille? Madame Lefebvre expliqua que Valentina rêvait de terminer l'université et de travailler comme designer. Mathieu dit qu'il faisait déjà des petits boulots à distance, qu'il créait des sites internet et pourrait subvenir aux besoins de la famille. Julien nota que les jeunes réfléchissaient de manière posée. Quand le gâteau fut découpé et le champagne ouvert, Mathieu sortit la bague et la tendit à Valentina. Elle rougit, mais l'accepta. Ils convinrent que le mariage aurait lieu en été. Julien souriait en contemplant leur bonheur et se réjouissait sincèrement. Malgré les tempêtes qui s'annonçaient dans sa propre vie, il comprenait que les enfants devaient suivre leur propre chemin. Après cette visite, Julien rentra chez lui, se changea et entra dans la cuisine. Camille était là. Elle savait déjà qu'il était allé voir Sophie et Mathieu. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Bien. Je suis allé parler avec Sophie, puis j'ai vu Mathieu. Il veut se marier. On a acheté la bague. C'est sérieux. J'ai rencontré sa petite amie et sa mère. Elles sont bien. » Julien parlait calmement, sans imaginer que cela provoquerait de la jalousie chez Camille. Elle hocha la tête. « Mathieu m'a appelé. Il a dit que tu avais promis de l'aider. Je t'en suis reconnaissante. Et merci de ne pas te détourner de lui. » Sa voix s'adoucit. « Je ne me détournerai pas de lui, » répondit Julien. « C'est mon fils. Pas par le sang, mais par la vie. Mais je n'ai pas encore décidé ce qu'il adviendra de notre mariage. Demain, je veux réunir tout le monde et parler. Antoine et Sophie seront là, ainsi que les enfants avec leurs conjoints. Je veux tout aborder ouvertement. »« Je comprends, » murmura Camille. Julien monta dans son bureau. La nuit fut de nouveau agitée. Il réfléchissait à la façon de trouver les mots justes pour chacun, comment expliquer les choses aux enfants et comment partager les biens. Il savait qu'Olivier et Élise aimaient leur mère et chercheraient à le convaincre de ne pas divorcer. Il comprenait qu'Antoine tenterait de se justifier, mais son plan était déjà arrêté. Se séparer calmement, sans scandale, laisser la maison aux enfants, partager l'argent équitablement et partir. Il envisageait même de louer une chambre à l'autre bout de la ville pour ne plus croiser Camille. Cette décision mûrissait en lui comme le désir de clore une conversation qui avait depuis longtemps perdu son sens. Le lendemain, Julien appela son fils et sa fille et leur demanda de venir le dimanche. Il dit qu'il voulait parler à tout le monde en même temps. Olivier et sa femme promirent d'être là vers midi. Élise accepta. Mathieu appela Valentina et l'invita également. Antoine écrivit de lui-même pour demander s'il pouvait venir. Julien ne chercha pas à dissimuler. La discussion sera sérieuse. Vers midi, la maison se remplit de monde. Olivier et Manon apportèrent une tarte. Évise vint seule. Son mari était en déplacement professionnel. Mathieu et Valentina amenèrent un sac de provisions, estimant nécessaire d'aider. Antoine vint sans Sophie. Elle n'avait pas voulu participer et avait transmis ses paroles par message. Julien fit asseoir tout le monde autour de la table. Camille restait silencieuse, évitant son regard. Antoine, nerveux, tripotait une serviette en papier. Élise jetait des coups d'œil furtifs à sa mère. Olivier avait l'air grave. Mathieu était concentré. Et Valentina se sentait mal à l'aise. C'était sa première fois ici. « Merci d'être venu, commença Julien. Je vous ai réunis pour vous dire que je connais la vérité. » Il regarda Antoine. « Mathieu est ton fils. J'ai reçu les résultats du test. J'ai appris ce qui s'est passé entre Camille et toi. J'ai entendu l'histoire de Camille. J'ai parlé avec Sophie et j'ai pris une décision. Je ne peux pas vivre dans un mariage bâti sur le mensonge. J'ai mal, je suis fatigué. C'est pourquoi j'ai décidé de demander le divorce. » Il parlait calmement, sans accusation, mais les mots pesèrent lourdement dans l'air. Camille baissa la tête. « Papa, tu as réfléchi ?» demanda Olivier le premier. « C'était il y a si longtemps. Qu'est-ce qui changera si vous divorcez? Nous sommes tous adultes. »« Ce qui changera, c'est mon ressenti, » répondit Julien. « Je ne veux plus vivre comme si rien ne s'était passé. J'ai besoin d'être honnête avec moi-même. » Élise intervint. « Maman s'est trompée, mais c'était il y a 25 ans. Elle t'aime quand même. On ne peut pas éviter le divorce. Tout va bien. On vit, on se parle. »« Je vous aime tous, » dit Julien, « mais je ne peux pas fermer les yeux. » Pendant tout ce temps, ni Camille ni Antoine m'ont essayé de demander pardon.
Ils ont simplement décidé que le temps arrangerait tout. Mais je ne veux pas faire semblant. Antoine leva les yeux. Julien, je ne sais pas quoi dire. Je suis coupable. À l'époque, je pensais que tout pouvait s'arranger, que personne ne souffrirait. Je me suis trompé. Je suis désolé, mais je ne demande pas pardon. Je comprends que j'ai perdu un ami. Ce que tu as dit est important, répondit Julien. Mais nous étions amis pendant tant d'années, et pendant tout ce temps, tu t'es tu. Tu voyais Mathieu grandir et tu n'as jamais rien dit. Ce n'est pas juste une erreur, c'est une double trahison. Tu aurais pu tout arrêter. Tu as raison, dit Antoine doucement. J'avais peur. Je pensais que si je me taisais, c'était comme si rien ne s'était passé. Camille dit à voix basse. Je n'ai rien à ajouter, je suis coupable. Mais je ne voulais pas que ça ressorte. J'avais peur de tout détruire. J'ai décidé que je vivrais avec ça, et voilà. Je pensais protéger la famille. Quand tu as décidé de cacher, tu ne protégeais pas la famille, mais toi-même, dit Julien calmement. J'ai grandi dans une famille où la confiance était le fondement. Je voulais donner la même chose à nos enfants. Tu m'as privé de ça. Mathieu se leva. Papa, je veux dire que pour moi, tu seras toujours mon père. Je ne peux pas juger maman. Je vous demande juste de ne pas vous faire la guerre. Je serai près de vous deux. Mais ta décision est ton droit. Merci, dit Julien. J'ai toujours dit que les enfants n'étaient pas coupables, et je resterai près de chacun de vous. Je vous laisse la maison parce que vous y avez grandi. Camille pourra vivre ici avec Mathieu et Valentina, s'il le souhaite. Je prendrai la voiture et mes affaires. On partagera l'argent équitablement. Nos économies sont communes. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai simplement besoin d'un nouveau départ. Papa, ne pars pas, dit Olivier. On peut trouver un compromis. Le compromis dans notre cas, c'est vivre comme si rien ne s'était passé, répondit Julien. J'ai essayé d'y penser, mais j'ai compris que je me sentirais de toute façon étranger dans cette maison. Je ne pourrais pas m'endormir à côté de Camille, c'est la vérité. Et on ne peut pas discuter ça. Je veux conserver mon respect de moi-même. Si je reste, je deviendrai soit méchant, soit indifférent. Je ne veux détruire la vie ni à elle, ni à vous. Le divorce n'est pas une vengeance, c'est une décision mûre. Nous sommes adultes, nous pouvons partager les biens et continuer notre route. Le silence s'installa autour de la table. Valentina était mal à l'aise. Elle ne savait pas où regarder. Manon caressa la main d'Olivier. Celui-ci soupira lourdement. « Je veux ajouter quelque chose », continua Julien. « Je n'ai pas l'intention d'interdire à Mathieu de voir Antoine. Vous avez maintenant un lien particulier. Si toi, Mathieu, tu veux le reconnaître comme père, c'est ton droit. Je veux que tu sois heureux, et j'aiderai Valentina et toi. » Mathieu hocha la tête. « Merci. J'aimerais que vous soyez tous les deux à notre mariage, dit-il. Toi, papa, et toi, Antoine. Je comprends que c'est étrange, mais vous comptez tous les deux pour moi. » « Je viendrai si tu m'invites, » répondit Antoine. « Et je ne prétends à rien. Je veux simplement que tu sois heureux. » La conversation se poursuivit encore environ 1 heure. Les enfants partageaient leurs sentiments. Camille essayait parfois d'ajouter quelque chose, mais tout avait déjà été dit. À la fin, Julien conclut. « Nous déposerons la demande de divorce mardi. Je louerai un appartement en attendant de décider où vivre. Dès que je trouverai un endroit convenable, je déménagerai. J'aiderai Mathieu à terminer l'université. J'aiderai Élise à se préparer aux examens du master. J'aiderai Olivier à construire sa maison. Je reste votre père. Mais en tant que mari, je termine. » La réunion prit fin. Le soir, Camille entra dans le bureau, mais Julien lui demanda de ne pas discuter des détails. Il sentait que la conversation était épuisée. Le lendemain, il appela un agent immobilier et commença à chercher un logement. 1 semaine plus tard, il loua une chambre dans un vieux quartier. Les pièces étaient petites, mais peu lui importait. L'essentiel était d'avoir un espace pour réfléchir. Camille essayait d'entamer la conversation, mais Julien se dérobait. Elle appelait, envoyait des messages, mais il répondait brièvement et sèchement. Mathieu déménagea avec Valentina à la résidence universitaire, et Camille resta seule dans la grande maison. Olivier et sa femme étaient occupés par leur propre famille. Élise venait souvent aider sa mère avec les tâches ménagères. Olivier passait de plus en plus de temps au travail. Élise demandait constamment à son père pourquoi il avait agi si durement. Mais Julien répétait toujours la même chose.
C'est ma décision. Je ne veux pas en discuter. Antoine loua un appartement et quitta sa maison. Sophie demanda le divorce. Elle comprenait qu'elle avait maintenant assez de force pour vivre de façon autonome. Leur fils Raphaël soutint sa mère et déménagea avec elle. Antoine appelait parfois Mathieu, proposait de se voir, mais Mathieu était plongé dans les préparatifs du mariage. Le temps passa. Julien aménagea son nouvel appartement, acheta une cuisinière, installa un ordinateur, se consacra au travail. Il se replongea dans les projets d'ingénierie et conseillait des clients privés. Quand il sentit qu'il pouvait se distraire des pensées lourdes, il appela Madame Lefebvre, la mère de Valentina, pour la remercier de sa gentillesse et discuter. Auparavant, il s'était appelé quelques fois, mais cela n'était pas allé plus loin que des échanges de politesse. « Madame Lefebvre, comment allez-vous ? » ?»« Tout va bien, tranquillement. Valentina se prépare pour les examens. Je travaille à domicile, à distance. Et vous ?» Sa voix était calme. « J'ai déménagé. C'est un peu inhabituel, mais je tiens le coup. Je voudrais vous aider avec la maison. Vous vous souvenez, je parlais du chauffage. Bien sûr, je serais ravi si vous pouviez regarder. » Le week-end, Julien vint. Il répara la serrure de la porte, régla la chaudière. Ils parlèrent beaucoup. Madame Lefebvre racontait sa jeunesse, comment elle s'était mariée tôt et était devenue veuve tôt. Elle avait élevé sa fille seule, travaillé comme enseignante, puis dans une papeterie. À la maison, tout reposait sur elle. Julien partagea ses propres histoires sur la construction de la maison, le travail, les enfants. Ils discutaient des films de leur jeunesse. À chaque rencontre, ils se rapprochaient. Progressivement, Julien se mit à venir plus souvent. Il aidait aux tâches ménagères et Madame Lefebvre préparait le déjeuner et l'invitait à table. Parfois, il s'asseyait simplement côte à côte, en silence. Julien trouvait dans ces rencontres cette tranquillité qu'il ne ressentait plus depuis longtemps. Madame Lefebvre ne posait pas de questions inutiles, ne touchait pas à son passé, ne plaignait ni ne jugeait. Elle était simplement là. En été, Mathieu et Valentina se marièrent. La cérémonie fut modeste. Parents, amis, quelques invités. Julien vint avec un bouquet, offrit aux jeunes mariés le financement d'un voyage à la mer. Camille était également présente. Elle essayait tout le temps de capter le regard de Julien, mais il restait près de Madame Lefebvre. Quand vint le moment des toasts, Mathieu demanda à son père et à Antoine de dire quelques mots. Julien leur souhaita de savoir s'écouter l'un l'autre, de préserver la confiance et d'être honnête. Antoine dit qu'il souhaitait à son fils de ne pas répéter les erreurs de ses parents. Après le mariage, Julien et Madame Lefebvre partirent à sa maison de campagne. Ils y passèrent quelques jours, réparèrent la clôture, allèrent chercher des matériaux de construction, discutèrent rénovation. Madame Lefebvre parlait de ses projets, et Julien conseillait comment renforcer les fondations pour qu'elles durent plus longtemps. Ils travaillaient calmement, sans se presser. En automne, Mathieu et Valentina emménagèrent dans la maison de Camille. Ils occupèrent la seconde moitié. Camille voulut d'abord s'opposer, puis accepta. Elle avait peur de rester seule. Bientôt, Valentina obtint un stage dans un cabinet d'architecture. Mathieu poursuivait ses études et faisait des petits boulots. En novembre, Valentina apprit qu'elle était enceinte. Elle appela Julien. Il se réjouit sincèrement et promit d'aider. Camille l'apprit également aussitôt. Elle était heureuse et se mit à aider activement. Elle accompagnait Valentina chez les médecins, préparait des déjeuners pour elle. Il lui semblait qu'ainsi, elle rachetait au moins partiellement sa faute envers la famille. Parfois, elle écrivait à Julien, l'invitant au dîner de famille. Il répondait poliment, mais refusait, disant qu'il était content pour eux, mais qu'il n'était pas prêt à venir. Camille comprenait que les ponts étaient coupés, et pourtant elle espérait que le temps le ferait changer. Antoine vivait au centre-ville, travaillait beaucoup, rentrait tard, rencontrait parfois des femmes, mais les relations ne marchaient pas. Raphaël termina l'université et partit travailler dans une autre ville. Il appelait rarement son père, communiquait plus souvent avec sa mère. Antoine ressentait la solitude. Il se souvenait de Camille, comprenait qu'elle était maintenant seule, elle aussi, mais n'osait toujours pas appeler. Il savait qu'elle n'attendait rien. Sophie, après le divorce, recommença à vivre. D'abord, elle s'habitua à la solitude, puis devint plus active. Elle allait aux expositions, voyait des amis, suivait des cours d'éducation financière. 2 ans plus tard, elle rencontra un médecin. Il était attentionné, patient, l'acceptait telle qu'elle était. Sophie l'observa longuement, craignait de répéter le passé,
mais finit par se décider pour un nouveau mariage. Quand Antoine l'apprit, il fut bouleversé. Il but pendant 1 semaine, puis s'arrêta. Il comprit que tout était perdu et qu'il n'y avait plus rien à récupérer. Julien, pendant ce temps, acheta une petite maison en périphérie, économisa longtemps, choisit soigneusement. L'essentiel pour lui était le calme, le gaz et un peu de terre autour. Madame Lefebvre ne voulait pas quitter le village, mais Julien proposa qu'elle emménage avec lui. Ce serait plus simple ainsi. Ensemble, ce serait plus facile pour la maison et pour la vie. Madame Lefebvre réfléchit et accepta. Le déménagement s'étala sur plusieurs mois. Elle transportait progressivement ses affaires, vendait le superflu. Julien, pendant ce temps, faisait des travaux, réaménageait la chambre et la cuisine. 1 an après le divorce, Julien et Camille se revirent à la sortie de maternité d'Élise. Élise avait donné naissance à une fille. Camille rayonnait de bonheur. Julien vint féliciter, embrassa sa fille, serra la main de son mari, remit une enveloppe. Camille se tenait à côté, essayant d'engager la conversation, mais Julien dit calmement « Nous n'avons rien à nous dire. Tout a déjà été dit. » Il partit avec Madame Lefebvre. Élise comprenait son père, mais elle avait pitié de sa mère. Elle les invitait tous les deux aux fêtes, mais toujours séparément. Le temps passait. La vie de chacun se remettait progressivement en place. Julien et Madame Lefebvre vivaient tranquillement. Ils avaient leur routine, thé du matin, actualité, travail, déjeuner, conversation du soir. Julien travaillait à domicile. Madame Lefebvre allait au marché ou à la bibliothèque. Le soir, ils regardaient des films, lisaient et discutaient de livres. Dans leur vie, il n'y avait pas d'émotions tumultueuses, mais il y avait chaleur et paix. Camille vivait avec Mathieu et Valentina. Elle les aidait, gardait son petit-fils, faisait les courses. Parfois, Antoine passait la voir, mais elle ne le laissait pas s'attarder. Un jour, il vint avec un gâteau et une bouteille de cognac pour féliciter la naissance du petit-fils. Mathieu prit l'enfant et partit dans sa chambre. Camille sortit dans le couloir et dit « Je ne suis pas contente de te voir. Tu viens quand tu t'ennuies, mais je ne veux pas replonger là-dedans. Si tu cherches de la compagnie, trouve quelqu'un d'autre. Nos chemins sont différents. » Antoine laissa le gâteau en silence et partit. Il comprit que le passé était définitivement terminé. Julien vit Camille 2 fois en 3 ans. La première fois à la sortie de maternité d'Élise. La deuxième au mariage de Mathieu et Valentina. Au mariage, il était avec Madame Lefebvre. Camille s'approcha pour parler, mais Julien dit calmement « Nous avons eu le temps de tout discuter, ce temps est passé. Je ne t'en veux pas, mais je ne veux pas retourner au passé. » Camille hocha la tête et recula. Ainsi passèrent les années. Julien continuait à travailler, aider les enfants, élever les petits-enfants. Il aimait particulièrement passer du temps avec le petit-fils de Mathieu et Valentina, se promener avec lui, l'aider avec les devoirs. Camille était également près des enfants, mais sa vie se concentrait maintenant sur la maison. Parfois, elle posait des questions sur Julien, mais les enfants comprenaient qu'il valait mieux ne pas aborder ce sujet. Antoine ne fonda jamais de nouvelles familles. Il vivait seul dans un appartement loué, essayait de se distraire par le travail, voyait parfois des amis. Son fils Raphaël se maria, un enfant naquit. Parfois, il invitait son père en visite, mais pas souvent. Antoine comprenait qu'il avait eu la possibilité de vivre autrement, mais qu'elle était manquée. Sophie était heureuse, son nouveau mari l'appréciait. Ils passaient leurs vacances ensemble. Il respectait son passé et acceptait son fils comme partie intégrante de sa vie. Ils vivaient dans une autre ville, appelée parfois Raphaël, échangeaient des messages. Madame Lefebvre s'était habituée à la vie avec Julien. Elle se réjouissait qu'ils aient une maison commune. Elle le soutenait en tout et était reconnaissante qu'il lui ait donné un sentiment de sécurité. Julien comprenait qu'il ne fallait pas comparer les fans. Camille faisait partie de son passé, Madame Lefebvre de son présent. Il se souvenait parfois de la rapidité avec laquelle tout avait changé, comment la vie aurait pu tourner autrement, mais il ne regrettait pas sa décision. Elle lui avait permis de conserver le respect de lui-même. Quand Julien reçut l'enveloppe pour la première fois, il hésita longtemps à l'ouvrir. Pendant tout ce temps, les souvenirs l'assaillaient. Avant que la vie ne le secoue, elle consistait en d'infinies petites choses. Il se souvenait comment il travaillait à l'usine en 3 équipes pour terminer l'extension, et comment Camille se levait à 5 heures du matin pour repasser sa chemise. Il se rappelait l'hiver où le chauffage avait été coupé, et ils allaient se coucher en enfilant plusieurs pulls,
se levant tour à tour pour vérifier que les enfants n'avaient pas froid. Il se souvenait comment Olivier avait eu la varicelle, et il lui disait des livres pendant qu'il se plaignait de manquer le football. Il voyait devant lui comment Élise avait rapporté un diplôme du conservatoire, et comment toute la famille écoutait le concert des enfants où ils jouaient des mélodies simples. Mais pour les parents, c'était un événement. Ces souvenirs semblaient simples, et en même temps inestimables. C'était de ces petites choses que se composait leur famille. Quand ils construisaient la maison, Julien posait brique après brique, malaxait le mortier. Pendant que Camille s'occupait des affaires, amenait les enfants, lui servait une soupe chaude. Il appelait son père plusieurs fois par jour, demandant conseil sur comment couler les fondations, comment faire le toit. Un jour, il fit tomber d'en haut un seau de mortier et faillit atteindre Mathieu qui était sorti dans la cour sans permission. Alors Julien eut peur à en trembler et garda longtemps son fils contre lui. Ces instants restaient gravés dans la mémoire. C'était en eux que se manifestait la vraie vie. Il ne pensait pas à la filiation et à la trahison. Il pensait à l'attention, à la chaleur, à la responsabilité. En se remémorant sa jeunesse, Julien se souvenait des conversations avec Antoine. Celui-ci parlait de carrière, de projet d'ouvrir un atelier après son affectation. Julien était plus terre à terre. Ce qui le préoccupait, c'était comment nourrir la famille et assurer un toit aux enfants. Antoine plaisantait alors en disant que Julien était trop sérieux. Julien riait, bien qu'au fond, ils comprennent que chacun avait son chemin. Quand Julien soupçonna pour la première fois que Mathieu pourrait ne pas être son fils, il partagea ses doutes avec un vieil ami, Olivier. Celui-ci écouta en silence, puis dit « Tu as le droit de connaître la vérité, mais rappelle-toi, la vérité est diverse, elle ne soulage pas toujours. » « Je comprends, répondit Julien, mais je ne peux pas vivre en sachant qu'on me cache quelque chose. » Olivier raconta l'histoire d'une connaissance qui avait découvert la double vie de son mari et pourtant avait préservé le mariage pour les enfants. Julien écoutait et comprenait. Les exemples des autres ne sauveront pas. Chacun fait son propre choix. En collectant les échantillons pour le test, Julien agissait prudemment. Quand les enfants s'étaient brossés les dents et s'étaient dispersés, il prit discrètement leur brosse, s'efforçant de ne laisser aucune trace. D'Antoine, il prit plus tard, lors d'une rencontre, une serviette après le déjeuner. Julien se sentait mal à l'aise, comme s'il accomplissait quelque chose de honteux. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. L'enveloppe avec les échantillons, il la transmit par l'intermédiaire d'une connaissance qui se rendait dans la capitale. Celui-ci conseilla un laboratoire où l'on faisait des tests anonymes. Et 1 mois plus tard, le résultat revint. Pendant tout ce temps, Julien tint bon, s'occupait du travail, aidait les enfants, mais à l'intérieur vivait un froid permanent. Quand il ouvrit finalement l'enveloppe et vit les chiffres confirmant la paternité d'Antoine, il sentit son corps se vider. Il ne cria pas, ne déchira pas les papiers. Il comprit simplement que sa vie se divisait en avant et après. Après le divorce, ayant loué une chambre à l'autre bout de la ville, Julien éprouva un étrange sentiment de liberté mêlé de vide. Il rentrait chez lui et voyait des murs vides, une valise, un ordinateur portable et une pile de livres. Il pouvait manger quand il voulait, se coucher quand il voulait, mais chaque soir il se souvenait. Avant, en rentrant, il entendait des rires dans la cuisine et les pas des enfants. Maintenant, le silence. Il s'y habituait lentement. Un soir, il reçut un message d'Élise. « Papa, je peux venir ? Il faut qu'on parle. »« Bien sûr, ma chérie, je suis à la maison. Passe. » 1 heure plus tard, elle se tenait sur le seuil, enleva ses chaussures, regarda autour d'elle. « C'est cosy chez toi, dit-elle. Ça me manque quand on s'asseyait tous autour de la table. Mais je suppose que chacun a son chemin. » « C'est vrai, acquiesça Julien. Qu'est-ce qui se passe ? » « Je suis enceinte, dit soudain Élise. Mon mari et moi pensions que c'était encore tôt, mais voilà, j'ai un peu peur. » « Félicitations, Julien sourit. Tu es adulte, c'est une responsabilité, mais aussi une joie. Je serai toujours là. J'ai peur de faire des erreurs, avoua Élise. Je regarde maman et je pense qu'elle a décidé tout pour toi à l'époque. Je ne veux pas ça dans ma famille. N'aie pas peur, dit Julien. Tout le monde fait des erreurs. L'essentiel est d'écouter et d'entendre. Parle honnêtement avec ton mari et ne cache pas ce qui pourrait détruire votre relation. Élise se souvint de cette conversation. Elle l'aida à se calmer. Plus tard, elle raconta à sa mère comment son père l'avait soutenue. Camille écoutait et pleurait,
comprenant que dans les paroles de sa fille résonnait la gratitude envers Julien, et non envers elle. Olivier rendait visite à son père lui aussi. Un jour, assis dans la cuisine, il dit « Papa, je pense parfois que tu es trop catégorique. Mais ensuite je me souviens de tout ce que tu as investi en nous et comment tu as toujours dit la vérité. Et je comprends que tu ne pouvais pas agir autrement. » Tout était plus compliqué, répondit Julien. Si j'étais resté, j'aurais vécu dans une maison sans confiance, et c'est pire que n'importe quel divorce. Je veux construire une maison, dit Olivier. Tout ne se passe pas comme je veux. Parfois je me souviens comment tu as construit la nôtre. Tu disais qu'il était important non seulement de poser les briques, mais aussi de comprendre comment vivre ensuite dans cette maison. Je t'aiderai si tu as besoin. L'essentiel, ne te précipite pas. Une maison, ce n'est pas des murs, c'est un plan pour des années. Ils se rendaient ensemble sur le terrain qu'Olivier avait acheté avec un prêt. Julien, aidé par ses conseils, expliquait comment isoler le toit, comment couler les fondations. Ils allaient chercher des matériaux ensemble, riaient de leurs propres erreurs de calcul et comprenaient. On peut prévenir les erreurs si on pose la question à temps. Ces déplacements les rapprochaient à nouveau, comme autrefois dans l'enfance. Mathieu, pendant ce temps, construisait sa vie avec Valentina. Après le mariage, il vivait chez Camille, mais rêvait de louer un logement séparé. Mathieu travaillait sur son mémoire et s'occupait de commandes. Valentina étudiait et faisait un stage dans un cabinet d'architecture. Parfois, l'argent manquait. Ils se disputaient pour des broutilles. Julien aidait, mais n'intervenait pas. Seulement quand Valentina appelait et disait « Monsieur Julien, aidez-nous, on se dispute encore sur qui paie la réparation de la voiture. » Il venait et disait « Asseyez-vous, calculez combien vous avez de revenus et de dépenses, répartissez équitablement. Si vous vous disputez pour des broutilles, c'est que vous ne parlez pas de l'essentiel. » Il les regardait et voyait comment ils grandissaient. Il se réjouissait que Mathieu s'adresse toujours à lui et non à Antoine. Antoine apparaissait dans la vie de son fils différemment. Il appelait, l'invitait à la salle de sport, discutait automobile. Mais Mathieu ne cherchait pas la proximité. Il le traitait comme une connaissance, pas plus. Julien voyait cela et comprenait. La biologie ne remplace pas les années vécues. Pendant le divorce, Julien retrouva Camille au bureau de l'état civil. Ils étaient assis dans la file d'attente et toutes les quelques minutes, des gens s'approchaient d'eux. Camille semblait fatiguée. Julien essaya de lui tendre de l'eau, mais elle refusa. Il voyait qu'elle était nerveuse, voulait dire quelque chose, mais comprit que tout avait déjà été dit auparavant. Quand ils signèrent les documents, Camille demanda soudain « Pourras-tu un jour me parler d'humain à humain ?»« Je te parle maintenant, répondit-il. Tout ce que je pouvais dire, je l'ai dit à la maison. Ici, rien ne changera. » Camille prit les papiers et sortit la première. Julien signa le dernier document et partit aussi. Il ressentit un soulagement, un chapitre de vie refermé. De nouvelles tâches l'attendaient. Quelque temps plus tard, Julien apprit le décès des parents de Camille. Il se rendit aux funérailles, mais évita la conversation avec son ex-femme. Il s'approcha, présenta ses condoléances, aida son fils à porter les couronnes. Camille essayait d'engager la conversation, mais Julien restait bref. Dans la vie de Julien réapparut son jeune frère Nicolas, avec qui il ne communiquait plus depuis longtemps. Maintenant que Julien était plus libre, Nicolas proposa de se voir. Au café, ils parlèrent longuement. Nicolas racontait qu'il avait ouvert son propre atelier de réparation technique, qu'il avait 2 enfants. Julien partagea son histoire. Nicolas dit « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais inébranlable. Tu étais un exemple pour moi. Et maintenant que tu as osé franchir ce pas, je respecte encore plus ton honnêteté. » Julien fut surpris. Il ne pensait pas que son frère voyait en lui un exemple. Ils se remémorèrent l'enfance, quand ils allaient chez leur grand-mère, pêchaient, et se disputaient pour savoir qui se réveillerait le premier. Ces rencontres redonnaient à Julien des sensations. La famille, ce n'est pas seulement la femme et les enfants, mais tous ceux avec qui on partage la vie. Le temps passa. Julien et Madame Lefebvre vécurent progressivement comme une famille. Ils n'officialisaient pas leur relation, et cela ne les gênait pas. Un jour, Madame Lefebvre demanda « Tu n'as pas peur que le passé se répète? Que quelque chose me manque et que je trouve du soutien ailleurs ?»« Je ne peux pas contrôler une autre personne, répondit Julien, mais je peux être honnête. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. Je ne veux pas qu'il y ait des secrets entre nous. » Madame Lefebvre dit que c'était justement ce qui lui avait manqué dans son premier mariage,
Une conversation ouverte. Ils convinrent de tout discuter. Parfois, ces conversations étaient difficiles, mais c'était justement elles qui les rapprochaient. Quand le petit-fils de Mathieu naquit, Julien était là. Il vint à la maternité avec un bouquet. Valentina souriait, tenant son fils dans les bras, et Mathieu se tenait à côté, timidement heureux. Julien regarda l'enfant et dit « Bonjour, jeune homme. Je te souhaite d'être intelligent comme ta maman et persévérant comme ton papa. » Ils rirent. Puis Julien prit Mathieu à part et ajouta « Une nouvelle étape commence tranquillement pour toi. Rappelle-toi, un enfant n'a pas seulement besoin de jouets et de vêtements. Il a besoin de ton attention. Ne répète pas nos erreurs. » Mathieu hocha la tête. Julien se promenait souvent avec son petit-fils, lui apprenait à lire, lui donnait des tâches simples qui développaient l'attention. Il expliquait qu'il était important de respecter les gens. Il emmenait le garçon au club de robotique, où celui-ci montrait avec enthousiasme des modèles de voitures qui roulaient toutes seules. Julien se réjouissait. Ses enfants et petits-enfants grandissaient dans un monde plein de possibilités. Élise donna naissance à une fille. Julien ne put assister à l'accouchement, mais vint à la maternité avec des cadeaux. Il tint sa petite fille dans ses bras et dit doucement qu'il serait là quand elle grandirait. Élise demanda conseil sur le prénom à donner. Julien proposa plusieurs noms, mais ajouta « L'essentiel, c'est que le nom vous plaise. » Alors l'enfant s'y sentira bien aussi. Olivier termina la construction de sa maison. Julien aida à chaque étape, des fondations au toit. Pour la pendaison de crémaillère, il offrit à son fils une boîte à outils et dit « Quand je construisais notre maison, on m'a aidé. Maintenant, tu as la tienne. Que le bonheur règne ici. » Olivier remercia son père. Il comprenait que sans sa participation, rien n'aurait été possible. Pendant ce temps, Nicolas, le vieil ami de Julien, tomba malade et fut hospitalisé. Julien lui rendit visite. Ils se remémorèrent les parties de pêche, la jeunesse, les anecdotes amusantes. Nicolas dit « Julien, j'ai toujours admiré comment tu tiens bon. Même quand le monde s'effondre, tu ramasses les briques et tu reconstruis. » Ces mots firent réfléchir Julien. Il comprit que pour beaucoup, il était devenu un exemple non par fierté, mais par fidélité à ses principes. Il voulait que les enfants voient. De toute situation difficile, on peut sortir en préservant sa dignité. Un jour, Antoine vint voir Julien. Il se tenait sur le seuil, se balançant nerveusement. « Julien, je peux entrer ?»« Entre, » répondit Julien. Madame Lefebvre était au travail. Ils restèrent seuls tous les deux. « Je veux m'excuser encore une fois, » commença Antoine. « Je comprends combien de douleurs j'ai causé. Je voulais parler depuis longtemps, mais je n'osais pas. Je comprends qu'on ne peut pas réparer beaucoup de choses, mais on peut reconnaître. Je n'attends pas qu'on redevienne amis. Je voulais juste dire ça. »« Je l'ai déjà entendu, » dit Julien, « et je t'ai pardonné. J'ai pardonné pour pouvoir continuer à vivre, mais je ne pourrai pas restaurer l'amitié. »« Je comprends, » dit Antoine doucement. « Merci de m'avoir écouté. » Il but le thé que Julien lui offrit et partit. Après cette rencontre, Julien sentit qu'il avait définitivement fermé le passé. Chacun avait eu sa leçon. Antoine avait appris la sienne, Camille la sienne, Julien la sienne. Avec Madame Lefebvre, ils discutèrent un jour du mariage. « Tu n'as pas pensé à officialiser notre relation ?» demanda-t-il. « Un papier officiel ne changera rien, » répondit Madame Lefebvre. « L'essentiel, c'est qu'on soit honnête l'un envers l'autre. » « Je suis d'accord, » acquiesça Julien. « J'ai déjà vécu un divorce. Je n'ai pas besoin de tampons. J'ai besoin de vivre. » Ils décidèrent de ne rien changer. Leur relation était fondée sur la confiance et ne nécessitait pas de confirmation. Lors d'une fête de famille, quand les enfants, Madame Lefebvre et les petits-enfants étaient réunis chez Julien, Mathieu porta un toast. « Je veux remercier notre père. Il nous a appris que l'honnêteté n'est pas un mot, mais un acte. Qu'il faut parfois prendre des décisions difficiles pour rester soi-même. Merci, papa, d'avoir été là, alors et maintenant. » Julien sourit. Il comprit que les enfants avaient remarqué l'essentiel. Camille, à ce moment, était assise dans sa maison, entourée de photographies d'enfants et de petits-enfants. Elle se souvenait souvent du passé. Ayant pris conscience de son erreur, elle n'essayait plus de se justifier. Ses enfants venaient, mais le silence se tenait entre eux. Camille écrivait parfois des lettres à elle-même, essayant d'expliquer pourquoi elle était restée seule. Elle comprenait que Julien lui avait donné une chance, mais qu'elle ne l'avait pas saisie.
Il ne restait maintenant qu'à accepter cela et vivre pour les enfants et les petits-enfants. Avec le temps, la vie continuait son cours. Julien voyait comment les gens et les relations changeaient. Il comprenait qu'on ne pouvait pas protéger les enfants de tout, mais qu'on pouvait être là. Un jour de printemps, Élise appela. « Papa, tu sais que ma fille entre en première année déjà ?» « Comme le temps passe vite, » sourit Julien. « Papa, tu veux venir avec nous à l'école ? On va à une réunion, on choisit l'institutrice. »« Bien sûr, » répondit Julien. « Je me souviens quand on choisissait l'école pour toi. Le temps file. » Ils y allèrent à trois. Élise, son mari Paul et Julien. À l'école, ils furent accueillis par une jeune institutrice énergique. Julien écoutait comment elle parlait du programme, comment les parents posaient des questions sur les cours. Il se souvenait comment autrefois, il était assis exactement ainsi et écoutait comment on allait enseigner à ses enfants. Après la réunion, Élise dit « Papa, tu te souviens comment tu m'aidais à apprendre des poèmes ? Tu disais toujours « L'essentiel est de comprendre le sens. » Oui, sourit Julien. Mon père me disait la même chose. Ils discutèrent des projets, choisirent des activités pour la petite fille. Julien conseillait de ne pas surcharger l'enfant, de lui laisser du temps pour jouer. Cette simple conversation montra que les valeurs essentielles se transmettaient vraiment à travers les générations. Olivier, après avoir terminé la construction de la maison, s'occupa du terrain. Il envisageait de construire un kiosque. Julien vint l'aider. Ils mesurèrent ensemble la surface, plantèrent des piquets, marquèrent les emplacements pour les poteaux. « Tu te souviens quand on construisait la remise et que tu m'apprenais à tenir le marteau ?» demanda Olivier. « Je ratais tout le temps. »« C'est normal, » dit Julien. « L'essentiel est de faire soigneusement. On fait tous des erreurs, mais ensuite, on les corrige. » Il parlait de comment la technique avait changé. Olivier montrait les nouveaux outils qui simplifiaient le travail. Julien s'étonnait. Avant, il faisait tout à la main. Il discutait de l'importance de combiner expérience et approche moderne. Mathieu, pendant ce temps, ouvrit un petit studio de développement web. Il réunit 3 amis, loua un petit bureau. Un jour, il invita son père. « Papa, voici notre bureau. Il y a juste 2 tables et un canapé, mais on a déjà notre premier contrat. »« Super, » dit Julien, « c'est un pas sérieux. De quoi avez-vous besoin ?»« Franchement, » Mathieu sourit, « d'investissement. On peut grandir vite s'il y a un capital de départ. J'ai contacté la banque, mais les taux sont élevés. J'ai pensé, il hésita. Peut-être que tu pourrais investir, pas comme père, mais comme partenaire. Je ne suis pas investisseur, dit Julien, mais j'aiderai si je vois que tout est calculé. Souviens-toi, le partenariat, c'est aussi une relation. L'honnêteté y est tout aussi importante que dans la famille. Mathieu montra un business plan, des tableaux, des calculs. Julien étudia tout attentivement, posa des questions. Il vit que son fils avait une approche sérieuse. Une semaine plus tard, il décida d'investir une petite somme, formalisant une participation. Il comprenait qu'il prenait un risque, mais il croyait en Mathieu. 1 an plus tard, le studio exécutait des commandes pour des entreprises locales. L'équipe s'était agrandie, et Julien se réjouissait du succès de son fils. Valentina, pendant ce temps, termina son stage et fut embauchée comme designer dans un cabinet d'architecture. Un de ses projets, l'aménagement d'un square, fut approuvé. Julien et Madame Lefebvre allèrent le voir. « Ici, il y aura des bancs, et là, une aire de jeu pour enfants, » racontait Valentina. « Je veux que les gens ne fassent pas que passer, mais qu'ils restent, qu'ils échangent. » Julien écoutait et ressentait de la fierté. Les enfants résolvaient des tâches importantes et réelles. Camille sortait maintenant rarement de chez elle. Elle évitait le centre-ville pour ne pas croiser des connaissances. Sa seule amie était sa voisine Hélène, une femme de son âge. Un jour, assise autour d'un thé, Hélène dit « Tu sais, beaucoup pensent que les enfants te blâment, mais ils t'aiment. C'est juste que chacun a sa vie. »« Je comprends, » répondit Camille. « C'est ma faute, mais la douleur est restée quand même. Parfois, je pense que j'aurais pu tout raconter tout de suite ou ne rien commencer du tout. Maintenant, je suis seule. »« Tu n'es pas seule, » dit Hélène. « Tu as des enfants et des petits-enfants. Vis pour eux. » Après cette conversation, Camille commença à tenir un journal. Chaque jour, elle écrivait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle regrettait, ce qu'elle voulait souhaiter aux enfants. Ses écrits lui apportèrent progressivement la paix.
Antoine essayait de renouer avec son fils Raphaël. Celui-ci vivait dans une autre ville, travaillait comme ingénieur, élevait 2 enfants. Un jour, Raphaël invita son père en visite. Antoine vint, apporta des cadeaux, s'assit et dit « Écoute, je comprends que je n'ai pas été le meilleur père. Je ne me justifie pas. Je veux juste que tu saches que je veux être là. » Raphaël répondit « Papa, je t'aime, mais j'ai besoin de temps. Je ne peux pas oublier que tu as fait du mal à d'autres. C'était votre histoire, pas la mienne. Je t'ai invité parce que je veux que mes enfants connaissent leur grand-père. » Antoine hocha la tête. Ils burent du thé, parlèrent du travail. Cette rencontre ne régla pas tout, mais marqua le début d'une nouvelle communication. Madame Lefebvre, voyant tout ce que Julien avait vécu, organisait parfois des soirées souvenirs. Ils sortaient de vieilles photographies, écoutaient la musique de leur jeunesse, racontaient des histoires. Julien montrait des clichés des enfants, de Madame Lefebvre, de Valentina. Quand nous étions jeunes, dit Julien, il semblait que l'essentiel c'était l'éducation et le travail. Maintenant je comprends. L'essentiel est de savoir dire la vérité. C'est vrai, répondit Madame Lefebvre. Après la mort de mon mari, j'ai vécu dans l'honnêteté. Ça m'a aidé à tenir. Julien comprenait que leur destin était différent, mais l'expérience similaire. Les petits-enfants grandissaient. Julien les observait et pensait que les temps changeaient, mais le besoin d'amour et d'attention restait le même. Un jour, Julien reçut une invitation à une réunion d'anciens élèves. Plus de 30 ans s'étaient écoulés. Il hésita, mais y alla. Parmi les visages familiers, il vit Camille. « Bonjour, dit-elle. Contente que tu sois venu. »« Bonjour, répondit-il. » Ils parlèrent de la météo, de leurs camarades de promotion, de ceux partis à l'étranger. La conversation était polie, mais vide. Julien comprit qu'il n'avait plus rien à se dire. Il partit plus tôt. Sur le chemin du retour, il appela Madame Lefebvre. « Je vais acheter de la glace, tu en veux ?»« Oui, sourit-elle. » À la maison, Madame Lefebvre préparait déjà le dîner. La réunion était étrange, dit Julien, comme si le temps s'était arrêté. Mais la vie est allée de l'avant. L'essentiel, c'est que tu sois rentré à la maison, répondit Madame Lefebvre. Julien comprit que sa maison était maintenant ici. Avec les années, il travailla moins, passait du temps au jardin, lisait, conseillait de jeunes ingénieurs. « Tu sais te reposer ?» demanda un jour Madame Lefebvre. « J'apprends, répondit-il. Avant, je me précipitais toujours. Maintenant, je comprends l'importance d'être simplement. » Il faisait du vélo, se promenait dans le parc. Un jour, ils rencontrèrent une connaissance qui dit « Vous semblez heureux ?» Julien sourit. Le bonheur peut vraiment être tranquille. Plus tard, Julien réunit tous les enfants et petits-enfants chez lui. Olivier, Élise, Mathieu, avec leur famille, vinrent, ainsi que Madame Lefebvre. Il n'invita pas Camille, non par méchanceté, mais par compréhension sereine. À table, c'était bruyant et joyeux. Julien se leva. « Merci à vous tous. Je me suis souvent demandé si j'avais bien fait à l'époque, quand j'ai décidé de partir. Maintenant, je vois que chacun de vous a sa propre vie, et que vous ne gardez pas de rancune. Vous avez appris à être honnête, ce qui veut dire que je n'ai pas tout fait pour rien. » Les enfants s'approchèrent et l'embrassèrent. Ce moment resta dans la mémoire de chacun. Quelques années plus tard, Madame Lefebvre tomba gravement malade. Julien fut à ses côtés à chaque étape, la conduisait à l'hôpital, attendait devant les cabinets, préparait les repas. « Je suis fatiguée, dit-elle un jour, mais heureuse que tu sois là. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul bonheur, mais il s'avère qu'il y en a plusieurs. »« Tu m'as donné un second souffle, répondit Julien. Je te suis reconnaissant pour la vie. » Madame Lefebvre suivit un traitement. La maladie recula, mais laissa une faiblesse. Julien s'occupa d'elle avec une tendresse particulière. Les enfants aidèrent. Cette épreuve souda encore plus la famille. Quand Madame Lefebvre se rétablit, ils organisèrent une petite fête en l'honneur de la vie. Les enfants, les petits-enfants, les amis vinrent. « Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait recommencer après 50 ans, dit l'ami de Madame Lefebvre. « On peut, répondit Julien. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur de l'honnêteté. » Tous rirent, trinquèrent. Ce soir-là, Julien comprit que la fin d'une histoire pouvait vraiment devenir le début d'une autre. Les dernières années de sa vie, Julien les consacra à transmettre son expérience aux autres. Il commença à donner des conférences gratuites pour les jeunes à la bibliothèque locale. Parler de comment construire des maisons,
comment gérer un budget familial, comment prendre des décisions. Avec les années, Julien vécut une vie longue et riche. Quand il eut dépassé 70 ans, il était assis sur le perron de sa maison et regardait les petits-enfants courir dans la cour. À côté, Madame Lefebvre était assise, tricotant. Julien dit « Tu sais, je ne regrette pas ma décision. Oui, ce fut difficile, mais je vois que les enfants sont devenus des personnes dignes, et c'est le principal résultat. » Hélène acquiesça. « Tu leur as appris non seulement à construire des maisons, mais aussi à construire des relations. » Ils restaient assis sans se presser, savourant la soirée. Le passé était derrière eux, mais ces leçons demeuraient avec eux et avec ceux qu'ils aimaient. Les années passèrent, les maladies, les épreuves et le temps faisaient progressivement leur œuvre. Julien continuait à voir ses enfants, donner des conférences, échanger avec des amis. Mais un jour, à la fin de l'hiver, il se sentit mal. Il fut hospitalisé. Hélène restait à ses côtés. Les enfants lui rendaient visite à tour de rôle. Julien comprenait que cette étape pourrait être la dernière. Il parla à chacun de ses fils et à sa fille séparément. À Olivier, il dit « Tu as construit une maison, aménagé ton terrain, mais souviens-toi, l'important n'est pas seulement d'ériger des murs, mais de créer la confiance. Parle avec ta femme, écoute tes enfants. » À Élise, il dit « Tu as toujours été sensible. Ne garde pas tout en toi. Parle de ce que tu ressens. Ça aidera à préserver la proximité. » À Mathieu, il dit « Tu as pris la responsabilité d'une entreprise. Sois honnête avec tes partenaires, comme en famille. Et souviens-toi, la biologie n'est pas tout. Tu es mon fils parce que nous avons parcouru la vie ensemble. » Il demanda aux enfants de prendre soin d'Hélène s'ils venaient à partir. Hélène tenait sa main et il dit « Merci pour cette nouvelle vie. » Quelques jours plus tard, Julien mourut. Ses funérailles furent modestes. Les enfants, les petits-enfants, les amis vinrent. Hélène vint et Camille aussi. Elle se tenait à l'écart, pleurait silencieusement sans s'approcher de la famille. Elle savait que ce chapitre était définitivement clos. Antoine se tenait un peu plus loin, n'osant pas non plus s'approcher. Les enfants se tenaient la main près de la tombe. Hélène serrait son petit-fils dans ses bras qui murmurait « Où est parti grand-père ?» Après les funérailles, la famille se rassembla dans la maison de Julien. Hélène sortit une boîte contenant des lettres et des carnets. « Ce sont ses écrits, dit-elle. Il a écrit à chacun de vous. Il voulait que vous les lisiez après sa mort. » Olivier ouvrit son enveloppe. « Souviens-toi comment nous avons construit la maison. L'essentiel, ne pas se précipiter. Et rappelle-toi, on ne peut pas construire une maison sur le mensonge. » Élise lut. « Tu as toujours cherché l'harmonie. N'aie pas peur de défendre ce qui t'appartient. Je suis fier de toi. » Mathieu lut la sienne. « Mon fils, tu es devenu père. Que tes enfants connaissent la vérité dès le début, sans répéter les erreurs que nous avons faites. » Ils pleuraient et souriaient, sentant la présence de leur père dans ses mots. Hélène leur tendit une autre enveloppe. « Il m'a écrit aussi, dit-elle. Je veux la lire à voix haute. Hélène, tu es entrée dans ma vie quand j'étais en désaccord avec moi-même. Tu m'as montré qu'on pouvait à nouveau faire confiance. Merci pour la chaleur. Conserve cette chaleur pour les enfants. » Les enfants l'embrassèrent. Ils comprenaient qu'Hélène faisait désormais partie de leur famille pour toujours. Le soir, Camille appela les enfants. « J'étais aux funérailles. Pardonnez-moi de ne pas m'être approché. J'ai écrit une lettre. Transmettez-la à Hélène. Je lui suis reconnaissant d'avoir été près de votre père. » Hélène lut la lettre. Camille écrivait qu'elle acceptait tout tel que c'était arrivé et remerciait pour les soins donnés à Julien. Hélène répondit brièvement « Merci ». Cet échange de lettres fut leur dernier contact. Les années passèrent. Les petits-enfants se souvenaient de leur grand-père, comment il leur apprenait à faire des nœuds, comment il disait qu'il était important d'être honnête. Quand le petit-fils de Mathieu en 4e année écrivit une rédaction sur une personne qui l'avait influencé, il choisit Julien. L'institutrice s'étonna. « Pourquoi ton grand-père ?»« Parce qu'il m'a appris à dire la vérité, même quand c'est difficile. » Les enfants se souvenaient souvent des paroles de leur père. En se réunissant, ils racontaient des histoires, comment ils cachaient les cadeaux pour le nouvel an, comment ils construisaient des balançoires, comment ils leur lisaient des livres.
Rires et larmes se mêlaient. Nous avons eu de la chance de l'avoir, dit un jour Mathieu. Même à travers les erreurs, il a montré que nous pouvions devenir meilleurs. Parfois, je vois en moi des traits d'Antoine, mais grâce à papa, je comprends que l'important n'est pas de qui tu es né, mais comment tu vis. Papa nous a donné la liberté, même quand c'était douloureux, dit Élise, et maintenant nous sommes reconnaissants. Hélène vécut encore quelques années. Elle maintenait le lien avec les enfants, leur écrivait des lettres, racontait aux petits-enfants des histoires sur Julien, comment il se promenait, comment il faisait des conserves pour l'hiver. Quand Hélène mourut, elle fut enterrée près de Julien. La tombe de Julien et d'Hélène devint un lieu où venaient les enfants et les petits-enfants. Ils apportaient des fleurs, s'asseyaient sur le banc, se remémoraient la vie. À chaque fois résonnaient les mots que Julien répétait de son vivant. Honnêteté, respect, responsabilité. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, on aimerait dire « la vie est rarement un chemin droit ». Plus souvent, c'est un labyrinthe d'erreurs, de révélations et de décisions que nous prenons même quand le cœur souffre. Julien a prouvé que la force d'un homme ne réside pas dans le fait de ne pas se tromper, mais dans le courage d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Dans cette histoire, chacun a payé pour le mensonge, mais chacun a reçu une chance de recommencer. L'amour ne meurt pas de la vérité, il meurt du silence. Si un jour vous devez choisir entre le silence et la franchise, choisissez l'honnêteté. Elle mène toujours vers la lumière, même à travers la douleur.